Bonjour à tous, j'ai remis la main sur un bouquin qui est pour moi très important. Très important parce qu'en fait ça a été mon livre de chevet dans ma prime jeunesse. Livre de chevet qui m'a apporté beaucoup, d'abord par ses illustrations, ensuite par ses textes, même si ils étaient bourrés d'inexactitudes. J'ai découvert pas mal de choses là-dedans, notamment une science-fiction un peu, comment dirais-je, sexiste. Qui était, comment dirais-je, presque logique dans les années 50-60, mais aussi une science-fiction qui présentait donc les prémices de cette production hollywoodienne qui générait enfin non seulement de l'argent, mais surtout un public qu'elle allait devenir maintenant tout à fait logique. Voilà, je pense évidemment à Star Wars. Alors qu'avant, la science-fiction, c'était des films de seconde partie de soirée, hein, y compris Robbie le robot de la planète interdite. Il y avait eu un petit sursaut en 1978 avec 2001, un an avant le véritable alunissage des humains sur la Lune, notre satellite. Voilà, donc, et en plus de ça, cette encyclopédie de la science-fiction revêt donc quand même un aspect très important pour moi au niveau, comment dirais-je, sentimental, puisque ce livre qui date de 1980 m'a été offert par ma grand-tante, qui était l'une des rares personnes de ma famille qui a compris l'intérêt que je portais à la science-fiction et qui, malgré un ouvrage qui contenait très clairement des choses pas pour mon âge, avait choisi de me l'offrir. Voilà, donc c'était ma tata Raymond. Et elle m'a offert ce livre en 1980, à un moment où on n'avait pas encore eu en France l'Empire contre-attaque. On avait eu la guerre des étoiles, on avait eu 2001, l'Odyssée de l'espace, on avait eu Rencontre du troisième type, et on arrivait sur les années 80 avec quantité de films très importants. Donc, j'allais dire l'arrivée tonitruante d'un Steven Spielberg avec à la fois E.T. et Poltergeist, l'arrivée des films cultes du début des années 80, donc que ce soit Blade Runner, que ce soit SOS Fantôme, que ce soit Gremlins, que ce soit quantité de choses, que ce soit le retour vers le futur, qui bien évidemment ne sont pas apparents dans ce livre. Eh bien, j'avais là tous les outils, pas nécessaires, mais tous les outils qui me permettaient de prendre un peu de recul sur tout ce que j'allais découvrir dans mon adolescence. Et je vous pouvez croire que c'est vraiment très très important d'avoir ce genre d'ouvrage avec soi, mais surtout ça m'a apporté un imaginaire avec des images importantes qui sont non pas issues uniquement de ma génération, mais aussi des débuts de la science-fiction, des débuts du fantastique, des débuts d'Hollywood et des débuts surtout de tous ces romans absolument géniaux qui maintenant imprègnent toute la production à la fois télévisuelle et cinématographique, notamment par un certain Isaac Asimov et ses trois lois de la robotique. Donc voilà, autant vous dire que donc voilà, c'est un bouquin vraiment très très important que je vous présente là. Je pense qu'il est encore disponible, même si bien évidemment 39 ans plus tard il est un peu désuet, bon voilà, c'est plus à jour, hein, très clairement, hein, presque 40 ans le bouquin, vous pensez bien que vous n'allez pas trouver des choses qui vous intéressent si vous ne vous intéressez que à l'actualité des années 80, 90, voire 2000. Donc voilà, mais voyez déjà avec cette superbe illustration qui s'inspire très librement de Star Wars, puisque les Star Destroyers n'ont jamais de X sur le côté et encore moins de tuyères qui balancent de la fumée comme ça. Ça mélange quand même ouvertement Star Wars, La planète interdite 2001. Là je pense que c'est un vaisseau inventé de toutes pièces, mais voilà, c'est un ouvrage très important pour moi
et que non pas que je vous recommande, mais je tenais simplement à vous le présenter parce que il représente en tout cas beaucoup de choses pour moi. Et vous voyez que derrière vous avez un Stormtrooper, une planète qui explose, un tripode qui malgré sa simplicité me semble bien sympathique. J'ai toujours été fasciné du haut de mes 10 ans par la façon dont l'illustrateur avait représenté ce tripode avec à la fois des jambes très frêles, mais qui lui donne un mouvement. Voilà, c'est cette espèce de déséquilibre avec deux pieds d'un côté, un dernier pied à l'arrière, qui lui donne ce mouvement, qui lui donne cette impression de mouvement. Et c'est un livre qui m'a apporté aussi beaucoup par rapport au visuel qu'il contient. Et dès le début, vous voyez que ça attaque fort. Imaginez, vous avez 10 ans, vous ouvrez ça, et vous avez donc, j'allais dire presque une représentation, voilà, Vanitas Vanitatum, les vanités, donc avec la mort, le crâne, et vous avez d'un côté un vaisseau qui fait d'ailleurs très scolopendre, hein, très insectoïde, qui passe d'un côté de l'arcade sourcilière de l'orbite de ce crâne pour ressortir de l'autre côté, qui représente peut-être le passé, le présent, le futur. Enfin voilà, il y a énormément de choses intéressantes, et rien que cette introduction à la science-fiction, écrit: la science-fiction, est-ce un langage nouveau, une mode, un phénomène de notre temps, une littérature à part entière? Quel dominateur commun y a-t-il entre Jules Verne, Edgar Allan Poe, Aldous Huxley, Stanley Kubrick? Qui sont Philippe K. Dick, Jacques Vance, Gérard Klein, Isaac Asimov, André Ruellan, Kurt Steiner, Stéphane Wull? Qu'est-ce que le fandom, la new wave, les pulps? Que veut dire hardware? Pour connaître la science-fiction, est-il nécessaire de connaître l'anglais? Quand apparut Ravage? Avez-vous lu Ubik? Aimez-vous Dune? Orange Mécanique? Est-ce de la science-fiction? Et donc voilà, des questions qui peuvent sembler désuètes désormais, mais qui était importante en 1980. Imaginez-vous que tout ce qu'avait généré l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, dois-je préciser, avec les années 50, les années 60, tout ce qui a été dit autour de cette science-fiction, avec cette paranoïa des États-Unis qui pensaient qu'ils allaient être envahis, et notamment envahis dans leurs us et coutumes par le communisme, qui était représenté par Mars la Rouge, et qui est parfaitement représenté dans un film d'animation de 99 qui est Le Géant de Fer de Brad Bird, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, rien que dans ces 2 pages, tout cela m'inspire déjà beaucoup de choses. Ensuite, une première page avec effectivement une science-fiction qui mélangeait ouvertement, j'allais dire, fantasme et terreur. Voilà, à voir, ça c'était un des sujets du bouquin, de s'étonner que l'être humain conquiert l'espace, mais la jante féminine n'a droit souvent qu'à une nuisette avec un casque, voire rien. Et l'homme a souvent une tenue extrêmement lourde qui correspond à l'idée de l'astronaute, du cosmonaute. Et voilà, c'est ce qu'on voit un petit peu dans Cobra, hein, ni plus ni moins. Ce bouquin est parfait dans le cadre des ouvrages et des sujets développés par Buichi Terasawa. Là encore, une superbe illustration qui représente beaucoup pour moi, parce que voilà, c'est à la base de mon amour des ruines, mon amour des épaves. Et il y a d'autres bouquins que je n'ai pas là, mais que je vous présenterai quand j'en mettrai la main dessus, qui étaient, je crois, publiés par Dargaud, alors qu'ici, là, il s'agit de la Compagnie internationale du livre pour les beaux livres. Donc Dargaud, si je me rappelle bien, avait publié des livres qui étaient épaves de l'espace, les grandes guerres de l'espace, les courriers de l'espace, et il y avait quantité d'histoires faciles à lire, mais illustrées de tout un tas d'images qui étaient reprises de romans. Et imaginez donc ouvrir un roman avec des illustrations pareilles, des illustrations qui vous inspirent, des illustrations qui vous donnent le ton, qui vous donnent une atmosphère. Et là on est carrément dedans. En plus de ça, 1980, on n'était pas loin de l'arrivée d'Il était une fois l'espace à la télévision sur France 3.
Et je m'y suis retrouvé immédiatement parce qu'il y avait énormément de ce genre de visuel qui apparaissait dedans, et notamment grâce à l'ami Manchou, coucou Manchou, qui là aussi a œuvré énormément pour mon imaginaire de science-fiction. Et donc ce bouquin était sous la direction apparemment de Robert Holstock, avec une préface d'Isaac Asimov qui était encore parmi nous à l'époque, et c'est quand même pas rien. Donc Compagnie internationale du livre, c'est ce que je disais. Le bouquin original date de 1978, ce qui explique que quelques films de 79 et 80 n'y apparaissent pas nécessairement, et la version française est du premier trimestre 1980, et ça correspond à ce que je disais, c'est-à-dire que quand je l'ai eu, en fait le bouquin venait de sortir, puisque donc mon anniversaire c'est le 1er mai, et donc je fêtais mes 10 ans le 1er mai 1980, quand ma grand-tante m'a offert ce livre, qui a été vraiment, encore une fois, je le répète, très important pour moi. Donc, la table des matières, vous voyez, préface, repère, l'union de la science et de la fiction, ça c'est quand même un sujet très intéressant et très important qui avait été notamment développé lors d'une exposition à la Cité des Sciences à Paris, avec de nombreux objets, je crois que je vous en ai déjà parlé, où on avait vu notamment le Viper Mark II, taille réelle de la série Galactica des années 2000, mais également des tenues d'astronautes de différents films, de 2001 jusqu'à comment s'appelle, Sunshine, je crois. Il y avait du Star Trek et du Star Wars, il y avait du Alien, il y avait de tout, c'était vraiment génial. Les principaux thèmes qui étaient développés d'après ce livre, les pulps et les magazines qui sont très importants là aussi pour l'imaginaire SF, la science-fiction au cinéma qui se développait, j'allais dire sérieusement, vraiment à partir des années 70 et surtout après le succès de La Guerre des Étoiles, même s'il y a eu un retour de films un peu neuneux qui surfait sur le succès de La Guerre des Étoiles, mais de manière complètement surfaite, hein. Voilà, le héros de métal, donc on imagine forcément le robot, mais aussi l'homme en armure, le cyborg. Rencontre avec les extraterrestres, c'est obligé, c'est un sujet obligé de la science-fiction. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les illustrations de science-fiction, très importantes aussi, avec cette imagerie SF qui a poussé notamment en 1968, 1969 je crois, je sais plus, mais avec La planète des singes, d'avoir un final grandiose avec cette statue de la liberté qui traîne sur une plage. En fait, ça, c'est une image classique des romans de science-fiction qui montrent un monde post-apocalyptique, qui montre qu'on est sur Terre, qui montre qu'on est dans un lointain futur, qu'on montre donc la chute de l'homme, hein. Ni plus ni moins la chute de la liberté aussi, quelque part symboliquement. Tout cela vient de là, de la fiction à la réalité, puisque effectivement il y a des choses qui sont montrées dans la fiction qui deviennent réalité. Star Trek l'a prouvé, Jules Verne l'a prouvé. La science-fiction à travers le monde, puisque la science-fiction, on pourrait croire qu'elle est essentiellement américaine, ce n'est pas le cas. La New Wave, donc ça c'est à l'époque, c'était la découverte de Métal Hurlant, qui a eu son importance non seulement en France mais aussi dans le monde. Hier, aujourd'hui et demain, donc là, la volonté de montrer que ces sujets vont encore se développer, vont encore évoluer. Alors je pense qu'ils se sont trompés sur pas mal de sujets, mais pourquoi pas. Et enfin, annexe et index. Je vais pas vous montrer toutes les pages, ça serait idiot. Mais voilà, vous voyez, la statue de la liberté. Ici, c'était supposé du Buck Rogers. Moi, ce que j'ai vu, c'est que visiblement, il ne faisait pas bon d'être sur un monde étranger avec des prêtresses au nichon qui se montrent volontiers. On tombe rapidement dans un marais avec des serpents. La symbolique est intéressante. Donc là, vous voyez donc les fameuses couvertures avec les Amazing Stories, Astounding et compagnie. Donc les pulps. Avec la statue de la liberté en ruine. Toute cette imagerie donc qui vient aussi des romans d'H.G. Wells, de Jules Verne, mais aussi de Frankenstein, mine de rien. Voilà, Frankenstein avec Mary Shelley. Là, toute cette vue fantasmée du futur de Jules Verne avec des engins volants.
le docteur Jekyll et Mr Hyde, le fait que au 19e siècle, on avait vraiment du mal à imaginer que l'homme ait pu ressembler à autre chose que ce qu'on connaît maintenant et puisse avoir des ramifications, une évolution commune avec le singe. Le fantasme aussi d'aller sur d'autres mondes, notamment la Lune ou Mars. Voilà, ça c'est vraiment donc en plus là l'image de ce qu'on soit représenté de, de l'an 2000. C'est assez amusant, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde pouvait voler. Voilà, mais regardez, voilà la différence entre cette imagerie, voilà, au 19e siècle, et paf, une illustration pareille, quoi. Imaginez, vous avez 10 ans, vous découvrez cette illustration avec un engin énorme qui se dirige visiblement vers des cités non pas flottantes, mais qui sont peut-être sur un monde étranger avec des dômes qui les protègent ou quoi. Enfin voilà, et c'est que les premières pages, c'est que les premières pages. Et vous avez là-dedans donc quantité de choses qui m'ont vraiment influencé à vie, et je pense que c'était important que je vous montre ça, que je vous montre toutes ces choses. Et donc ça c'est les pulps, vous voyez ce que je vous disais, voilà, le héros il est correctement habillé, il est, c'est comme dans les jeux vidéo après tout. Voilà, mais là visiblement donc l'anatomie féminine est là pour attirer l'œil, très clairement. L'extraterrestre ou le robot est là pour faire peur, et le héros se doit d'être correctement protégé et d'avoir les atouts nécessaires pour remplir à bien son éventuelle mission. Voilà, mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'était voilà, cette partie-là sur le cinéma. Donc il n'y avait pas grand-chose finalement à dire à ce moment-là de très concluant, mais l'influence de Flash Gordon avec les sérioles des années 30, le premier alunissage américain dans un film qui s'appelle Destination Lune de George Pal, qui est quand même pas n'importe qui. Si je vous dis La guerre des mondes au cinéma, c'est lui. Mais vous avez aussi un monde après l'Holocauste, donc dans un film qui s'appelle La vie future, d'après un roman qui s'appelle The Shape of Things to Come de H.G. Wells. Et j'ai vu quelques extraits sur internet. C'est un film en noir et blanc bien évidemment, et si je me trompe pas, peut-être même muet, mais voilà, c'était vraiment les prémices du film post-apocalyptique et de science-fiction. 2001, là, La mort de l'herbe, Orange Mécanique. Alors ça c'est un film que j'aimais beaucoup, mais que à mon avis a très très mal vieilli, mais c'était quand même avec Yul Brynner, qui est quand même New York ne répond plus. Là aussi monde post-apocalyptique. Et là vous avez aussi un film où malheureusement apparaît Yul Brynner à sa fin de carrière, c'était Future World. Sachant que c'est la suite de Westworld, et Westworld c'est une série qui est aussi une série en 2 saisons pour l'instant, que je vous recommande énormément, avec ni plus ni moins que la révolte des machines à notre image. Ici Soleil Vert, aussi une œuvre tutélaire de la science-fiction au cinéma, et étrangement vous voyez ma première introduction à l'animation japonaise que je ne connaissais pas en France, 1980, donc on est 2 ans après l'arrivée de Goldorak en France. Là ça parle des pays de l'Est, et tout d'un coup paf, Made in Japan. Pas grand chose, et avec des titres qui sont pas les bons, puisque là vous voyez vous avez le voyage interplanétaire vu au travers d'un film japonais d'animation, Space Cruiser. Ils ont même pas mis Yamato, donc c'était Space Cruiser Yamato, et on voit même pas le Yamato ici. C'est un vaisseau, je crois que c'est le vaisseau qui tombe sur Terre avec les informations nécessaires pour aller sur cette planète qui résoudrait le gros problème de la Terre, qui est de ne plus avoir d'eau et d'être bombardé régulièrement par les Gamilas, si je me rappelle bien. Donc voilà, vous voyez, Shudai Senso, donc guerre dans l'espace, donc ça c'est Sankukai. Vous avez Submersion du Japon, qui est quand même aussi très important au Japon, effectivement. Enfin, nous on connaît absolument pas, ou si peu. Ils parlent de Godzilla, c'est une chose bien, mais ils n'ont pas mis d'image, c'est dommage d'ailleurs, parce que je m'y serais peut-être intéressé un petit peu plus. Mais voilà, il y a ça pour le Japon, s'ils avaient su. Voilà. La guerre étoiles, le plus raffiné des divertissements de SF, là, il était entendu que la guerre étoiles avait eu son importance dans le retour
le brossage dans le sens du poil de la SF au cinéma et partout en fait. Voilà. Donc j'étais bien content d'avoir tout ça. Une image qui n'est pas très représentative de Rencontre du troisième type, mais c'est là. Star Trek, qui en 79 avait droit à son premier film, mais là vous avez évidemment l'Enterprise de la série, avec une très vilaine image. On a l'impression que l'Enterprise est rose. Et ensuite, donc voilà, le héros de métal, les vaisseaux, les robots, tout ce que vous voulez. Et vous voyez donc de superbes illustrations de Chris Foss. Là, une superbe image, effectivement photoréaliste de Tim White. Ça, c'était vraiment le genre d'image qui me faisait rêver. Moi, quand j'étais plus jeune, en fait, j'ouvrais ce bouquin à la lueur d'une lampe pour regarder ces images et m'endormir avec toutes ces images dans la tête. Regardez-moi ça. Ça, j'avais essayé de reproduire ça en dessin quand j'étais plus jeune. Je n'y étais pas arrivé, bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment très important. Il y a aussi pour moi, ça c'est une image que je trouve absolument superbe, surtout en ce moment en plein hiver avec la neige qui a recouvert la France depuis 2-3 semaines. Vous voyez cette image, quoi, photoréaliste, absolument magnifique, avec des engins qui semblent contemporains, mais là une espèce d'avion qui pourrait être avec ce jaune et ce orange et ce rouge pourrait ressembler aux avions bombardiers d'eau qu'on a en France, mais vous voyez, au lieu d'avoir des ailes, au lieu d'avoir des hélices, vous avez des petits moteurs ici et là. Moi je trouve cette image absolument superbe que représente cette ville, et une ville qu'ils connaissent et c'est une ville qu'ils découvrent, on n'en sait rien. Mais voilà, ça c'est juste magnifique. Voilà, c'est là une planche complète de Corben qui a été mis comment dirais-je, à l'honneur au Festival de la BD d'Angoulême de cette année. Hein, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, il y a eu ça à Angoulême avec Corben, et donc ça c'est Métal Hurlant. Métal Hurlant, magazine français érotique surréaliste. C'est-à-dire que là, très clairement, on part du principe que l'érotisme est la part essentielle de ce magazine, sans prendre en compte le fait que c'est un sujet tout simplement un sujet adulte et qui fait partie de la vie. Voilà. Donc ne pas prendre ça en compte, ça aurait été un petit peu idiot, mais d'avoir une planche complète, c'est quand même un bel hommage à Corben, et ça c'était mon premier contact avec l'art de Corben, ces corps, cette façon de compter les choses dans une planche, c'était quand même assez important. Ici aussi, j'ai jamais vu ce que donnaient les planches complètes, ici donc ils disent pas ce que c'est, donc ça c'est un peu chiant, mais voilà. Donc la New Wave, je pense qu'en fait il parle aussi bien évidemment de ce qui se passe à la radio, de ce qui se passe dans la musique. Voilà, c'est les nouveaux romans, les nouveaux sujets développés. Et donc encore une fois, ces illustrations absolument magnifiques. Et la présentation d'auteurs à connaître. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que même la couverture en dessous fait rêver. Enfin, moi, elle me parle. Voilà. Ça doit être la même chose ici. Voilà, donc c'était l'encyclopédie de la science-fiction qui date de 1980. Je tenais à vous le présenter parce que c'est un ouvrage très important pour moi et j'espère que ça vous parlera aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous connaissez ce bouquin dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. J'espère que ce livre vous parle à vous autant qu'à moi, et je vous retrouve donc très bientôt, j'espère aussi, pour vous présenter d'autres livres, dont les fameux livres de Dargaud de SF dont je vous parlais tout à l'heure.